que cette altérité soit important, mais et que vous alliez le chercher dans le savoir dont il ne sait pas encore qu'il sait. Ça, c'est la position psychanalytique sur laquelle moi je ne cède pas, c'est-à-dire, et qui aujourd'hui est malmenée, c'est que on revient sur un savoir sûr et non pas un savoir de. On revient à je sais pour toi, mais on ne met pas en place des dispositifs qui permettent à l'autre de construire ce savoir. Et on a toujours dit que la possibilité d'évolution, c'est quand quelqu'un peut mettre des mots sur ce qu'il vit, et pas simplement moi qui fais la bonne interprétation. Alors, pour moi, un accompagnement, je vais jusqu'à quelle heure ? Encore 6 minutes. Encore 6 minutes. Alors, il y a des dérives à l'accompagnement. C'est de croire que c'est un bon terme qui vous, et ça Frédéric l'a dit, c'est un bon terme qui vous met du bon côté, vous êtes gentil. Vous vous mettez au service de l'autre. L'autre est le roi. Vous vous confondez avec lui. Vous ne lui imposez plus rien. Vous le guidez. Tout ça, vous ne l'influencez pas. Mon Dieu, influencer l'autre. Quelle horreur. Or, accompagner, c'est aussi confronter. C'est exiger, c'est contraindre, c'est limiter, c'est dire non, c'est se mettre en colère, avec bienveillance, sans jamais attaquer l'autre, sans juger selon des normes extérieures, mais on ne grandit pas, on n'évolue pas sans rencontre, et la rencontre, elle est un choc. Alors faites attention de ne pas dire « je suis dans la bonne pratique », parce que je suis à côté d'eux et que je le respecte. Mon premier article me mettait en colère contre ce respect que je voyais chez les formateurs qui était totalement inhibiteur. Je le respecte, oui, je le respecte dans sa destructivité, puis je le laisse là. Ah non. Et tous ceux qui diront qu'il y a des personnes qui ont compté, c'est des personnes qui les ont bousculés, qui ont exigé, mais qui ont tenu la relation. Alors bien entendu, ça vous demande de travailler votre subjectivité, ça vous demande de travailler avec ce que vous êtes, avec des qualités humaines que vous mettez au service de votre profession, mais dont vous faites bien attention qu'elles ne deviennent pas des procédures. Et aujourd'hui, on fait des cours, 3 cours pour devenir charismatique, 4 cours pour être bienveillant. Non, ça j'y crois pas. C'est un travail intérieur, c'est un travail difficile, c'est un travail qui vous demande de l'humilité et non pas, et surtout de renoncer à votre toute-puissance. Et si l'impuissance vous agace autant, c'est que vous êtes toute puissant. Alors on peut prendre comme référence l'accompagnement des personnes mourantes, parce que ça a été l'un des premiers lieux dans lesquels, caricaturement, le médecin, l'infirmière a tout fait pour qu'il guérisse. Le vilain, il ne guérit pas. Donc il blesse notre orgueil de faire et d'être bon, et on le laisse tomber. On ne va plus dans sa chambre, parce qu'il blesse notre capacité d'être des guérisseurs et de le sauver. Accompagner des mourants, c'est renoncer, et c'est une grande valeur. Renoncer à mon efficacité, mais être là, être présent, ne pas le laisser dans la solitude, dans la violence d'une solitude, être même juste avec une main, mais être là. Et donc ça vous demande de faire
disons, un retournement par rapport à ces normes d'efficacité. Alors maintenant, effectivement, est-ce qu'il y a un bon et mauvais accompagnement ? C'est une question que Frédéric a aussi évoquée. Dites-moi que je suis dans le bon, dites-moi que je ne suis pas dans le mauvais. Paradoxalement, dans les affaires humaines, des fois le mauvais produit du bon. Et des fois le bon produit du mauvais. Donc vous pouvez croire être bon et puis vous créez de la séduction, des choses pas très bonnes, et vous croyez être mauvaise et l'autre, parce que vous êtes mauvais, devient bon. Alors un bon accompagnement, c'est quand l'autre vous quitte et vous dit ciao sans vous remercier et qui continue sa vie sans même vous donner un signe de vie. C'est être capable comme professionnel d'être suffisamment à même de rendre compte de ce que j'ai fait, d'avoir pris des risques, d'avoir transgressé. Parce que ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup, il n'y a pas de relation sans transgression. Alors vous connaissez le cadre, vous connaissez qu'il y a 3 séances seulement pour lui, vous lui dites, on a 3 séances. C'est peu, dans l'idéal vous pouvez gémir qu'il vous faudrait beaucoup plus, mais qu'est-ce que vous faites de ces 3 séances ? Et puis c'est de travailler là-dedans, et puis de le rencontrer ailleurs. Ah non, ça se fait pas. Eh bien, des fois, ça se fait. Et c'est parce que vous avez osé transgresser le cadre en le sachant, bon, vous vous ferez taper sur les doigts. Mais vous pourrez dire pourquoi vous l'avez fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la relation humaine ou dans la relation professionnelle, on prend plus de risques à cause du juridique. Donc on n'entre plus dans les toilettes des enfants, on ne touche plus des enfants, on ne va plus faire un truc, donc on est dans du mortifère. La relation à l'autre, c'est de la vie et de la mort. S'il n'y a pas le risque de mourir, il n'y a pas de risque de vie. Et parfois, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a de l'efficacité à l'accompagnement ? Alors Frédéric disait, vous êtes des médiateurs, vous savez que vos commanditaires demandent que vous remplissiez des cases. Donc vous remplissez ces cases. L'essentiel se passe ailleurs. D'accord ? Alors on joue le jeu, mais en lucidité. Donc ça vous demande une très très grande lucidité sur la pathologie aujourd'hui des institutions, sur les dérives, la folie de certaines institutions. Et vous êtes là pour essayer, folie dans le mauvais terme du sens, parce qu'il y a des folies créatrices et il y a des folies meurtrières, des folies destructrices. Et vous êtes là pour ne pas rajouter de la destruction à la destruction, et il faut de la lucidité. La lucidité, c'est de parler ensemble, c'est de ne pas rester seul, c'est pas rester seul dans un accompagnement problématique, c'est de pouvoir reconnaître qu'on s'est planté, mais se planter est bon. C'est pas dramatique. Si on arrive à comprendre, à se déplacer, et voilà. Donc, souvent vous me dites, mais quelle est la bonne distance ? La bonne distance, elle est toujours selon. Ça dépend. Pas les extrêmes. Oui, alors ça ira très très vite. Pas les extrêmes, ni se confondre avec l'autre, ni être dans la très grande distance, mais ça aussi. Et donc, la demande d'être à la juste distance, comme si on pouvait appliquer une procédure qui nous permettait d'être tout le temps à la bonne distance, non, vous n'allez pas être à la bonne distance, mais vous avez rattrapé pour... vous dire là, je me suis plantée là, j'ai dit quelque chose de pour là. Alors c'est ni ami, c'est pas séduction, mais c'est toujours tenir le cadre, le dispositif qui vous dépasse et qui est la sécurité dans laquelle il est. Alors toujours être fiable dans votre parole, vous donnez un rendez-vous, vous le plaît, quel que soit ce qu'il vous en coûte.
Un professionnel qui n'est pas fiable, c'est un professionnel qui n'accompagne pas, mais qui est nocif. Un hiérarchique qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui met en souffrance l'autre. Fiable, c'est tenir sa parole, ne pas promettre et ne pas tenir, et c'est être là dans une éthique qui fait que j'ai mémoire. Si je t'ai dit ça, je te dis pas le contraire la fois prochaine. C'est d'avoir une mémoire de ce qui se passe, même si vous en avez 10, 15 ou 20. C'est quelque chose dans lequel, et ça on y arrive très bien quand on est en lien avec l'autre, ça revient. Donc voilà, y a-t-il des contextes favorables? Oui, il y a souvent beaucoup de contextes non favorables, mais là on se débrouille, on ruse, on invente, toujours dans cette nécessité, non pas de protéger l'autre de la société, mais de le prendre par la main pour que cette société ne le détruise pas. Voilà. Merci.